Mais si je suis là, je suis juste pas très malin. Je ferme l'onglet qui me sert à diffuser. Donc, j'ai parlé 5 minutes dans le vide. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on est en direct? En fait, pour l'anecdote, ce que je n'arrivais pas à faire, merci beaucoup Audran, je n'arrivais pas à muter la fenêtre avec laquelle je stream, donc l'écho me gênant, je l'ai fermé. Ce n'était pas la chose à faire. Merci à tous d'être là. Donc, du coup, je pense qu'il y a encore plus de monde que quand j'ai démarré il y a 5 minutes et que j'ai fait mon petit laïus dans le vide. Bienvenue à tous. On est là pour 3 heures. 3 heures moins 4 minutes maintenant. Je suis Benjamin Cabé, je travaille chez Microsoft au sein du groupe Azure IoT et ce que j'aime bien faire dans la vie, c'est expliquer un petit peu comment expliquer aux gens qu'est-ce que l'IoT peut leur amener, mais surtout aussi essayer de passer un petit peu derrière le rideau. Il y a tout un tas de solutions qui existent. Enfin, l'IoT, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'absolu. Connecter des équipements industriels, c'est quelque chose qui se fait depuis peut-être plus de 20 ans, tout ce qui est automate et tout ça. Et même d'ailleurs, voilà, de connecter, peut-être pas à l'Internet, mais en tout cas à des serveurs, centraliser les données, faire potentiellement de la maintenance prédictive et des choses tout à fait avancées. C'est pas nécessairement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'arriver à faire ça à l'échelle, d'arriver à faire ça et à appliquer les notions de l'IoT et connecter des objets vraiment, on peut appliquer ça dans beaucoup plus de domaines désormais. Et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de briques qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, maîtriser, ou en tout cas comprendre, et qu'il s'agit de connecter. Par exemple, je ne sais pas, l'exemple classique peut-être du thermostat connecté, ou l'exemple que l'on va dérouler pendant les heures à venir, ça va être plutôt autour de la gestion de flotte. Donc, imaginons peut-être des colis que FedEx, UPS, Chronopost pourraient être amenés à envoyer tout autour de la planète et pouvoir avoir en temps réel un moyen de savoir ce qui se passe. Est-ce que le colis est dans des conditions nominales d'humidité, de température, etc. Et donc, c'est ça que l'on va dérouler. En fait, là, pendant les 3 heures à venir, je voudrais voir avec vous quels sont les outils qui existent, notamment dans l'écosystème Azure, mais au-delà, pour venir faire une solution connectée. D'accord? Et donc, l'exemple que l'on va prendre, c'est un exemple en fait pour lequel vous pouvez tout à fait suivre en ligne en fait. Donc, on va regarder hop, je vais partager mon desktop. Transition pas idéale. Voilà, le workshop que l'on va dérouler, vous le trouvez en ligne. Alors, il y a même une adresse courte qui est IoT Workshop. Voilà, c'est ce workshop-là que je vais d'ailleurs poster dans le chat. Donc, c'est ce workshop-là que l'on va dérouler. Et l'idée, c'est quoi? On va lire ensemble, mais après, on va essayer de s'éloigner au maximum des instructions, à vrai dire. C'est un workshop dans lequel on se met dans les baskets d'une société qu'on appellera, par exemple, Contoso. Et cette société-là est déjà dans le business de l'envoi de la logistique et en fait de l'envoi de colis. C'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Par contre, ce dont ils se rendent compte, c'est que dès qu'il s'agit alors, je vais avoir du mal, des fois, je vais être un petit peu Jean-Claude Van Damme, des fois, je vais un petit peu utiliser des anglicismes, je vous demande de m'en excuser. Donc, quand Contoso veut envoyer des colis un petit peu précieux pour ses clients, je ne sais pas, par exemple, la Joconde doit aller du Louvre au Met à New York. C'est quelque chose pour lequel on aimerait bien savoir si quelque chose se passe plus ou moins en temps réel. Et non pas se dire, bon, c'est quand le colis arrive à l'autre bout, qu'il est endommagé et qu'il va falloir commencer à avoir des discussions avec le client sur sur qu'est-ce qui s'est passé et faire marcher les assurances, etc. Donc, Contoso, c'est des pros du transport, il n'y a pas de souci, ils ont déjà des ERP en place, tout un tas de systèmes, des procédures, etc. Par contre, ajouter au mix l'aspect
récupérer des données en temps réel de leurs objets. C'est quelque chose de nouveau, ils ne savent pas forcément trop comment faire, trop comment passer à l'échelle. Mais clairement, ils entrevoient voilà, un retour sur investissement assez rapide dans le sens où si l'on peut quasiment en temps réel venir indiquer au chauffeur que en fait il a laissé son camion garé en plein soleil beaucoup trop longtemps et que du coup les colis à l'intérieur commencent à sortir de leur zone de confort et donc on reçoit une alerte et on peut prendre une action assez rapide et remédier au problème. C'est quelque chose qui va clairement changer la vie de Contoso et le service aussi qu'ils vont pouvoir vendre à leurs clients. Donc l'idée, ça va être de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, peut-être créer une solution pour Contoso. Et ce qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que, et je l'ai déjà dit, je ne me rappelle pas si c'était avant que je sois live ou pas, c'est que beaucoup de solutions IoT se retrouvent en fait à avoir des architectures qui sont très similaires finalement sur la façon de venir premièrement connecter nos objets, deuxièmement venir gérer toutes les données que l'on collecte avec potentiellement de la manipulation en temps réel pour détecter des anomalies, etc. Et ensuite mettre à disposition toutes ces informations-là sous forme d'API pour pouvoir construire des applications. D'accord ? Et en fait, ce qu'il est intéressant aussi d'avoir à l'esprit, c'est que à part quelques points précis, notamment la connexion des objets qui sont peut-être des domaines un petit peu nouveaux, avec des problématiques techniques un petit peu spécifiques à l'IoT, la plupart de la solution, c'est du IT as usual, c'est du cloud as usual. Il faut juste peut-être prendre le temps, une fois, de regarder en détail c'est quoi les bonnes pratiques et prendre une solution comme ça que l'on va regarder aujourd'hui. Mais ensuite, voilà, on se retrouve en général à faire des solutions et des architectures qui ne sont pas si spécifiques que ça à l'IoT. Après, il y a bien sûr des problématiques qu'il faut avoir à l'esprit de bout en bout, on va dire, des problématiques telles que la sécurité ou la scalabilité, dès qu'il s'agit de connecter des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'objets. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de gestion de panne, qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon serveur qui tombe en panne, comment je fais en sorte que mes objets ne deviennent pas tout à coup des briques qui sont entre les mains de mes utilisateurs et qui du coup les empêchent de faire leurs tâches quotidiennes parce que l'objet s'attendait à être connecté. Donc voilà. Donc l'idée, ça va être de dérouler qu'est-ce que ça va vouloir dire de connecter les équipements de Contoso, les colis finalement qui est amené à envoyer Contoso. Donc, comment ça va se passer ? Essayons de voir un petit peu l'architecture très très haut niveau et ensuite on va dérouler donc le workshop, le lien que je vais partager et que j'ai partagé dans le chat. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, tiens, avant de commencer vraiment, j'aimerais bien avoir un petit ordre d'idée de combien nous sommes dans le chat. Donc si vous voulez faire un petit coucou, dire peut-être, je ne sais pas comment vous vous appelez, où vous travaillez, quel est votre rôle, peut-être est-ce que vous êtes plutôt architecte, plutôt développeur, plutôt décideur, ça m'aidera beaucoup pour ajuster un peu le discours. Donc n'hésitez pas, dans le chat, j'ai ça sous le coude et j'y jette un œil, donc ça m'intéresse de savoir combien on est et qui est là. Donc, que disais-je ? Bonjour Ahmed. Donc, comment ça va se passer ? On va avoir des colis, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est rien de très nouveau. On va vouloir équiper ces colis à un moment donné. Donc, on va choisir celui-là, c'est mon préféré. Voilà, on a tout un tas de colis qu'on va vouloir connecter. En fait, probablement, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, à l'autre bout, complètement à l'opposé de
du monde physique finalement. On va avoir le monde de, par exemple, de l'application. Alors, est-ce qu'on a une jolie illustration de smartphone? J'espère. C'est pas gagné. Si, très bien. Voilà. On a à l'autre bout, on veut vouloir finalement créer des services, on va dire. L'application smartphone, c'est un exemple, mais à vrai dire, il y a aussi le fait que Contoso veut venir récupérer toute la télémétrie des colis, l'ingérer dans leur ERP existant, parce que potentiellement, c'est des infos importantes. Dès qu'il va s'agir de vendre un nouveau service aux clients, pour venir dire, tiens, ton colis numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà tout son cycle de vie finalement. Cher client, je peux te garantir qu'on a été irréprochable sur la façon de gérer les vibrations, l'humidité, la température, etc. C'est une info qu'on va gérer probablement et stocker dans le système d'information existant pour archiver cela, pour avoir l'info sous forme dématérialisée en cas de réclamation, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a finalement tout à fait à l'autre bout. Il y a probablement aussi tout ce qui va être appli web et portail web, dashboard, etc. Mais globalement, c'est le monde des applications. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va vouloir et devoir probablement équiper nos objets avec un équipement à déterminer, mais idéalement, c'est quelque chose que Contoso va pouvoir trouver sur étagère, un équipement, un asset tracker, quelque chose qui vit sur batterie, qui a les capteurs nous permettant de suivre les informations qui nous intéressent. Alors, ça va peut-être dépendre aussi du type de fret. Si c'est des vaccins ou des produits médicaux, on va surtout avoir besoin de suivre probablement la température, peut-être l'humidité. Si c'est des œuvres d'art précieuses, probablement la même chose, mais à cela, on va peut-être rajouter des aspects vibrations. On ne veut pas qu'il y ait des vibrations trop importantes. Et voilà, donc cet équipement, on va soit le sourcer sur étagère, soit c'est quelque chose que Contoso va peut-être fabriquer. J'en doute parce que c'est probablement pas leur compétence, mais dans l'absolu, on peut aussi designer et concevoir son propre objet connecté, réaliser tout le code embarqué qui va nous permettre d'extraire des capteurs, les informations qui nous intéressent, et ensuite d'utiliser une stack de connectivité qui va pouvoir être du cellulaire, du Wi-Fi, du Bluetooth Low Energy, on parle aussi par exemple de Sigfox. Donc là, on veut amener de la connectivité Internet, d'accord? Et après, on peut imaginer, tiens, mon objet, il est connecté à Internet, à vrai dire, je fais un back-end tout à fait classique, avec des API REST, et je connecte mes objets directement à ce back-end-là. Mes applis mobiles, web, etc. vont utiliser le même back-end pour récupérer les infos. Problème solved. Oui et non, dans l'absolu, pourquoi pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les objets tels qu'on va les trouver, l'équipement tel que l'asset tracker qu'on va équiper sur la solution de Contoso, c'est des objets qui sont très contraints. D'accord, il n'y a pas forcément d'écran, d'interface en machine. Il y a très peu de ressources en termes de mémoire, de capacité de calcul, etc. Donc déjà, par exemple, ne serait-ce que faire tourner une stack complète HTTP avec toute la stack SSL, etc. C'est peut-être un peu ambitieux. Et de toute façon, ça nous demande de réinventer la roue sur tout un tas d'aspects importants, à savoir, une fois que mes objets sont déployés dans la nature, comment je les tiens à jour. D'accord ? Quand vous réalisez une appli web, tenir l'appli web à jour, c'est pas très dur, dans le sens où il suffit que votre serveur serve une appli web à jour et les clients, évidemment, se mettent à utiliser une appli à jour. Quand on parle d'un module embarqué qui fait tourner du code sur son firmware,
comment le farmer le met à jour? Est-ce que c'est vous qui voulez vous recoder cette complexité-là avec, j'en parlais tout à l'heure, la problématique des briques. Hein. Qu'est-ce qui se passe si je brique mon équipement en faisant une fausse manip? Qu'est-ce qui se passe si mon équipement, quelqu'un en prend le contrôle? Est-ce que ça compromet toute ma solution? Ou bien est-ce que je peux me baser sur certaines frameworks, sur certaines briques qui m'aident à faire une solution spécifiquement IoT? D'accord. Et c'est exactement ce qu'on va faire. En fait, on va utiliser des objets connectés, par exemple avec la stack, le SDK Azure IoT, qui me permet d'aller rapidement me connecter à une cloud Azure. Et il y a potentiellement d'autres frameworks embarqués qui existent, qui vont m'amener potentiellement plus de généricité sur le type de cloud auquel je vais me connecter, probablement en utilisant des protocoles type MQTT. Et voilà, donc en gros, l'objet connecté, l'idée, ça va être de se dire, on veut à un moment donné, on veut qu'il passe cette frontière entre le monde réel et le cloud. Et cela, donc, ça va se passer en venant taper sur ce qu'on va appeler une cloud gateway, d'accord? Enfin, c'est vraiment le portail et le front-end qui me permet. J'aurais pu faire j'aurais pu faire mon trait rouge différemment, ce n'est pas très grave. Voilà, donc les objets vont venir en fait envoyer leur télémétrie. Donc, c'est-à-dire, on va parler de température, d'humidité. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question. Quels sont les éléments qui vont nous intéresser qu'on voudrait pouvoir remonter? D'accord. Donc, on va avoir probablement la température, l'humidité, d'accord. Peut-être les vibrations, la position GPS. Clairement, c'est quelque chose qui va m'intéresser, savoir où se trouve précisément mon équipement. Quoi d'autre? On veut pouvoir potentiellement envoyer des commandes, c'est-à-dire, imaginons que mon équipement, il a un petit afficheur encre électronique. Je veux pouvoir utiliser ça pour le reprogrammer à distance, pour finalement que ça devienne vraiment l'étiquette, le QR code de mon colis. Potentiellement, je pourrais l'afficher sur l'asset tracker. Donc, ça pourrait être le numéro de tracking. Et quoi d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est le genre d'infos que l'on va remonter. Et donc ici, c'est quelque chose qui sort. Ça, c'est quelque chose qui sort aussi. La position GPS. Et après, il y a des choses, voilà, potentiellement, dans l'autre sens. Le numéro tracking ou les mises à jour de firmware, par exemple. Et voilà. Décidément, hop. Voilà, donc ça c'est le genre d'infos que l'on va vouloir remonter, ou en tout cas échanger. Donc ça marche dans les deux sens. Et ça va se faire en utilisant vraisemblablement le protocole MQTT. On me dit qu'il y a de l'écho. Je sais, d'accord. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que honnêtement, je ne pense pas que ça vienne chez moi. Ou si c'est le cas, attendez, laissez-moi essayer de voir. Donnez-moi 5 secondes. Beaucoup mieux, mais je n'ai rien fait. Donc c'est bizarre. Est-ce qu'il y en a un peu ou il n'y en a plus du tout? S'il y en a un peu, ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose. Donc Ludovic, peux-tu me dire? Alors, Audrey, on confirme. Wow. Alors moi, j'aurais tendance à blâmer la plateforme, mais je voudrais faire un petit test d'abord. Le truc, c'est qu'il va pas falloir que j'aille hors du live, sinon je vais couper l'enregistrement. Tac.
Non, honnêtement, enfin, dites-moi, si vraiment, voilà, Ludovic, tu nous diras. Audran apparemment dit qu'il y a des faux. Bon, j'espère que c'est pas trop grave, sinon on trouvera une solution. Je n'ai pas forcément d'idée brillante pour le moment. Donc, voilà, on va vouloir se connecter au cloud. Donc, le cloud, c'est en fait ce qui va être intéressant. C'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Et donc là, nous, dans notre cas, ça va être ce qu'on appelle Azure IoT Hub. Mais une fois de plus, quelle que soit l'architecture, vous aurez de toute façon ce genre de cloud gateway. Ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, cette brique-là va nous permettre de faire l'interface entre le monde physique et ses challenges potentiels. Voilà, objets contraints, objets qui communiquent avec des protocoles qui sont peut-être pas tout à fait mainstream. Enfin, voilà, c'est pas forcément du HTTP, c'est peut-être du MQTT. Donc, faire ce bridge-là, finalement, avec le monde du cloud tel qu'on le connaît. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par le Cloud Gateway, en sortie, finalement, les problématiques que l'on va avoir. Merci Audran et merci Ludovic, super. Donc, on continue. N'hésitez pas s'il y a des problèmes ou des questions à interrompre. Très bien. Donc voilà. Là, maintenant, on est dans le cloud plus ou moins classique. Donc, finalement, ce qu'on va construire pour Contoso, c'est pas si original que ça. Ce qui va être original, c'est le use case et le fait qu'en fait, on va manipuler des données qui correspondent à des données physiques vraiment que l'on vient de récupérer en temps réel. Donc, on va pouvoir faire des choses plutôt intéressantes. Une chose que l'on va vouloir probablement faire, c'est à un moment donné stocker nos données dans une base de données. Nous, on va utiliser Azure Time Series Insights. Et en fait, pourquoi? Il y a tout un tas d'options. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation pour utiliser cette rubrique-là, absolument pas. Par contre, ce qui est probablement fortement conseillé, c'est d'utiliser une base de données Time Series qui manipule des séries de données, c'est-à-dire qu'il va pouvoir non seulement nous permettre de requêter nos données, mais requêter nos données de type, tiens, je voudrais pour tout cet ensemble d'équipements sur les 10 dernières minutes à la volée, sur les 10 dernières minutes glissantes, je voudrais récupérer la moyenne de la température, par exemple. Et donc, avoir ce genre de briques à notre disposition qui expose des API que l'on va pouvoir requêter de manière très intensive, y compris s'il y a beaucoup de données, y compris si on a des dizaines d'années d'historique, ce qui est probablement le cas pour Contoso. Au fil de l'eau, ils vont tout archiver. Peut-être ils vont venir faire le choix de dire, bon, les données vraiment très vieilles, on les stocke dans un storage cloud qui nous coûte peut-être un peu moins cher, en contrepartie, il est peut-être un peu moins rapide, il a peut-être un petit peu plus de latence. Mais on va aussi vouloir des fois avoir des performances vraiment de temps réel pour récupérer les données en temps réel dans nos dashboards, etc. Et on va pouvoir utiliser notre base de données Time Series pour ça. Donc voilà, donc les données, en fait, l'idée, ça va être que depuis IoT Hub, on va venir, en fait, on a, alors le terme anglais, c'est Firehose, je ne sais pas forcément la traduction en français, mais c'est vraiment le tuyau de pompier sur lequel il y a un débit vraiment énorme de données. C'est pas grave, nous, c'est, en tout cas pour Contoso, eux, contractuellement, ils veulent vraiment justement archiver toutes ces données-là, quitte à ce qu'il y en ait peut-être un peu trop, mais sous réserve que le pricing soit pas trop déconnant finalement. Ça peut être intéressant d'avoir ce mode de fonctionnement où en fait, quoi qu'il arrive, tout ce qui passe par IoT Hub est historisé. Parce que sinon, de base, la Cloud Gateway, c'est vraiment juste une gateway, c'est un broker qui peut-être a un petit tampon de quelques jours si on le configure de cette manière-là, mais de manière plus générale, est vraiment juste là pour je m'abonne pour recevoir les données en temps réel. Si je ne suis pas là, si je ne suis pas abonné au moment où les données sont pondues, tant pis. Mais c'est le fonctionnement qu'on veut. Une autre brique intéressante, je vais chercher si j'ai une petite icône parce que je n'ai pas envie de dessiner quelque chose de hideux. On va essayer si on a un truc qui ressemblerait à un engrenage. Ça vaut ce que ça vaut, mais l'idée c'est de dire que mes données,
je veux peut-être, en plus de les, décidément, hop là, je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. C'est pas grave, il semblerait que du coup, tac, 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 on va voir. On va essayer. Hop, hop. Voilà, très bien. Mes données, je voudrais aussi pouvoir les, en temps réel, venir faire ce qu'on appelle du stream analytics, c'est-à-dire, quand bien même il y en a beaucoup, je voudrais extraire ce qui pourrait s'apparenter à des anomalies. Par exemple, si je monitore de la température de mes colis, peut-être que je peux apprendre automatiquement le fait que d'habitude, sur un intervalle de temps d'un quart d'heure, mes colis, leur température, elle varie de plus ou moins 0,5 degrés. Donc, tout porte à croire que c'est le fonctionnement nominal. Je peux automatiquement apprendre cela et savoir que si, pour une raison ou pour une autre, je sors de cette enveloppe-là, c'est une anomalie. C'est une anomalie qui va peut-être devoir déclencher un envoi de notification et peut-être que là, on va venir déclencher dans l'écosystème Microsoft, il y a une solution qui s'appelle par exemple Power Automate, l'équivalent de IFTTT que vous connaissez peut-être, If This Then That, s'il ne se passe quelque chose, je veux envoyer un mail, je veux créer une entrée Outlook avec un rendez-vous pour mon technicien pour qu'il aille vérifier ce qui se passe dans l'entrepôt, parce que c'est peut-être l'entrepôt qui est trop chaud parce que la clim est en panne. Donc, on va pouvoir peut-être venir générer ce genre d'anomalie, ou de manière générale, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, les insights, mais je ne sais plus traduire, désolé, que les infos que j'extrais de mes différents objets, en fait, ça a beaucoup de sens pour le métier de Contoso, parce que le client, non seulement on va pouvoir lui, si ça l'intéresse, lui montrer l'historique des températures, de l'humidité, etc., mais aussi lui dire, tiens, il y a eu une anomalie à tel endroit et tel endroit, et lorsqu'il s'agit, lorsque le livreur s'apprête à faire signer le colis par le client, il peut lui montrer l'historique et le client décide en connaissance de cause. Donc voilà, et en gros, c'est ce qui va se passer. Finalement, la brique que je viens de dessiner ici, c'est tout ce qui va être processing des données, en fait. Et donc, on va mettre ça en place dans notre solution et voir quels sont les outils qui sont disponibles, notamment dans l'écosystème Microsoft. Et ensuite, quelque chose qu'on va faire pour mettre à disposition nos données sous forme d'API à nos différentes applications. Alors, il est fort probable que l'appli mobile vienne taper directement dans notre data store, mais il y a peut-être d'autres briques qui vont nous aider à contextualiser un petit peu l'information. Alors, on parle souvent de la notion de digital twin. C'est quoi le mot que j'ai entendu récemment? C'était le jumeau numérique. Donc, on me permettrait de... Alors, je ne suis pas forcément fan de toujours utiliser les anglicismes. Le jumeau numérique, c'est pas top. Mais vous voyez l'idée, je pense, dans un cas comme dans l'autre. L'idée est de se dire, j'ai le monde physique, j'ai des équipements sur lesquels il y a une carte électronique dessus. La carte électronique, dans l'absolu, pour le métier de Contoso, elle ne veut pas dire grand-chose. Par contre, la carte électronique, elle remonte des températures, des humidités, des vibrations qui, elles, au sens métier, ont du sens pour Contoso. D'accord? Donc, à un moment donné, venir faire le lien et venir dire, ah ben oui, l'objet qui a le numéro de série XYZ, en fait, dans la vraie vie, dans la vie métier de Contoso, ce XYZ correspond au colis 1, 2, 3 du client ABC, etc. etc. Et potentiellement, du coup, le client ABC, il habite quelque part, d'accord? Et de la même manière, le colis XY, il est dans un camion qui lui-même se déplace, qui peut-être du coup a une position GPS. On va pouvoir vérifier que la position GPS du camion semble bien correspondre à la position GPS du colis. Donc tout ce qui est contextualisation en termes de mapping et de cartographie, c'est quelque chose qui va sûrement nous intéresser.
Donc, on peut essayer de voir si on peut rajouter un composant map à un moment donné. Donc, en l'occurrence, ça sera Azure Maps qu'on va venir utiliser. Alors, on fait des petits clips à l'ancienne, mais ça va nous permettre un peu de savoir où on en est. Donc, voilà, on va utiliser à un moment donné, on va venir taper dans Azure Maps pour venir faire notre cartographie finalement. Donc, hop, hop, Azure Maps, je vais y arriver, Azure Maps ici, et je n'ai pas pensé à indiquer le nom de la brique qu'on va utiliser ici, c'est Azure Stream Analytics. Alors, et ici, là-haut, là, pour les gens qui arrivent en cours et qui n'aient pas l'impression qu'on soit perdu, on va dire que c'était, en haut, c'était les alertes. Voilà, où on en est? Je pense qu'on est pas mal. Donc, c'est ce qu'on va venir construire. Donc, en fait, peut-être on peut rebasculer sur le matériel du workshop et voir où on en est. Suis-je ici? Voilà, le workshop, j'ai mis, il y a le lien dans le chat, je peux le remettre pour les gens qui l'ont raté ou qui ont eu besoin de relancer l'outil de la conférence. Voilà, c'est ce workshop que l'on déroule. Et l'idée, alors je pense qu'on retrouve à peu près nos petits. On va vouloir implémenter, voilà les problèmes qu'on veut résoudre pour Contoso, avec les températures, l'humidité qu'on va pouvoir remonter en temps réel. L'aspect map, l'aspect alerte en cas de problème. Et on va découper ça en fait en quelques étapes. La première étant, on a un objet, on va devoir le connecter. D'accord. Commençons par ça, finalement. Donc, l'objet en question, c'est ceci. Alors, il y a j'aurais pu en utiliser plein de différents. Celui-ci, voilà, s'appelle le IoT DevKit MXChip, le Azure IoT DevKit MXChip. Qu'est-ce que c'est en pratique? Alors, c'est probablement pas la solution que va déployer Contoso dans la vraie vie, en production, mais c'est fort probablement la solution que Contoso va utiliser pour prototyper leur solution. Donc, en gros, de quoi il est question? Il est question, c'est plus ou moins un Arduino, hein, pour ceux à qui ça parle. Plutôt un Arduino qu'un Raspberry Pi d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est vraiment un microcontrôleur. Il n'y a pas nécessairement de système d'exploitation dessus. On a juste suffisamment de mémoire, de RAM et de flash pour écrire un firmware qui va utiliser les différents capteurs qui sont à notre disposition. On les voit peut-être, si la mise au point veut se faire. Voilà, on a la température, l'humidité, le magnétomètre, le gyroscope, la pression et quoi d'autre? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et ces capteurs-là, on peut, dans notre firmware, venir récupérer leur valeur et utiliser le fait qu'on a une chip Wi-Fi pour venir se connecter à Internet. D'accord. Et donc, Contoso, il y a plein de façons pour eux de venir utiliser un device et se connecter et trouver un device qu'ils peuvent connecter. Donc, soit finalement ils utilisent un dev kit et ils conçoivent leur code embarqué plus ou moins from scratch, soit quelque chose qui se démocratise de plus en plus, c'est en fait d'utiliser quelque chose qui s'appelle plug and play, qui finalement, comme pour nos imprimantes désormais, tous nos périphériques finalement sur notre PC, on n'a plus très souvent besoin d'installer des drivers puisque Plug and Play fait le job à notre place. C'est un peu le même principe pour IoT Plug and Play. L'idée, c'est de se dire on a un device, on a un équipement sur étagère qui est déjà en mesure de se connecter à Internet d'une part, et d'autre part, est pré-compatible avec Azure IoT, ou plus précisément, expose grâce à un standard ses capacités. Voilà,
peut-être que ce device-là, ou allez, disons plutôt celui-ci, il faudrait que je partage mon écran, ça serait mieux, sinon vous ne voyez pas ce dont il est question. Donc je suis sur le Azure IoT Device Catalog. Le device, donc, qui s'appelle ici le RS Occupancy Sensor, quand il se connecte au cloud, il expose ses capacités et permet en fait de dire automatiquement démarrer la construction de notre solution sans avoir à se dire mais attends, je reçois des données, mais je ne sais pas exactement, il faut que je les décode, etc. Grâce à Plug and Play, on peut passer outre ce problème finalement typique de l'IoT. Donc, Contoso pourrait très bien se dire ils vont sourcer, récupérer une device sur étagère et démarrer comme ça. Moi, en fait, pour des problématiques un peu de workshop et d'un peu plus regarder ce qui se passe sous le capot, je vais avoir une approche où l'équipement en question, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais le programmer moi-même, mais je vais le programmer avec du code embarqué plug and play, c'est-à-dire que du coup, je vais le mettre à jour une première fois avec le firmware en question, mais ensuite il sera prêt à être connecté et je pourrai gagner beaucoup de temps sur la construction de mon application. Donc, si je retourne aux instructions, on voit que sur la première étape, Connecting an Asset Tracking Device to Azure IoT, on vient alors déjà nous dire qu'on va passer un petit peu de temps à découvrir les outils, les différents outils pour construire, potentiellement débugger aussi notre solution IoT. Et, mais en fait, pour démarrer, alors je pourrais choisir de démarrer en me concentrant sur l'équipement lui-même, mais je suis assez confiant, je sais que je vais arriver à le connecter. Donc, à quoi je vais le connecter? Je vais le connecter à Azure IoT. Donc, fort probablement, je vais avoir besoin de créer une ou plusieurs ressources dans mon environnement cloud, dans ma souscription Azure, pour accueillir mes devices, accueillir ma base de données Time Series, mon Stream Analytics pour la détection d'anomalies, etc., etc. Alors, peut-être petite question rapide au chat. Qui, dans le chat, est familier avec Azure, avec le portail Azure, qui ne l'est pas? Donc, la question, j'étais parti sur une question ouverte, mais en fait, je fais en sorte que vous me disiez. Dites-moi si vous êtes familier ou si vous n'êtes peut-être pas. Donc, ça me permet aussi de savoir qui est là. On peut échanger comme ça. Et ça peut me permettre de me rendre compte si j'ai besoin de passer un tout petit peu plus de temps, peut-être, lorsqu'il s'agit de découvrir un petit peu comment on manipule le portail Azure. Dans tous les cas, partons du principe que vous allez m'indiquer ça rapidement dans le chat, et dans tous les cas, on se lance. Donc, je suis sur mon portail Azure, plus précisément, je suis dans un groupe de ressources que j'ai créé au préalable, que j'appelle Cloud West, dans lequel en fait je vais venir créer tous mes services et tous les services dont j'ai besoin. Donc les services peuvent être divers et variés dans un contexte cloud, ça peut être des VM, ça peut être des bases de données SQL, MariaDB, MongoDB, whatnot, ça peut être un service Azure IoT, Azure IoT Hub par exemple, pour connecter mes devices. Ça peut être des bus d'événements comme Azure Event Hub, Azure Event Grid. Donc Audran est familier. Donc on va voir si je t'apprends quelque chose, puisque tu me dis que tu ne l'utilises pas au quotidien. Donc on va découvrir des astuces, peut-être plus probablement des astuces côté Visual Studio Code que Portail Azure d'ailleurs, mais ça va être intéressant d'échanger dessus. Donc voilà, au fil des différentes étapes de l'atelier, on va venir rajouter petit à petit des ressources. Sachant que comment ça se passe? Alors, en fait, là, on vient m'indiquer donc de créer le ressource groupe, ça je l'ai déjà fait. Je vais créer ce qui s'appelle le Azure Device Provisioning Service. Alors là, on va peut-être revenir rapidement à notre whiteboard. Et en fait, on se rend compte, au moins intuitivement, que s'il s'agit de connecter nos équipements
au cloud. Et donc, s'il y a un logiciel embarqué sur l'équipement qui a pour vocation de se connecter au cloud, il est fort probable que l'équipement doit savoir quel est le serveur auquel il doit se connecter. Dans l'absolu, ça paraît tout à fait logique. Ça peut être un peu problématique et contraignant si voilà, on fabrique ou on demande à notre fournisseur de nous fabriquer 50 000 asset trackers spécial Contoso qui endurent dans le code sont faits pour se connecter à contoso.iothub.com et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où, en fait, pour une problématique, je ne sais pas moi, de mise en prod qui a foiré, d'architecture que l'on repense, le serveur contoso.iothub.com, il se retrouve à être décommissionné, il se retrouve à changer de nom, à changer d'URL, etc. On peut se retrouver peut-être un petit peu embêté. De manière similaire, la solution de Contoso, on passe de 50 000 à 800 000 équipements. Il est fort probable qu'on ne veut pas que les 800 000 équipements tapent tous sur le même serveur, parce que, peut-être le serveur n'est pas fait pour supporter la charge du fait du prix qu'on est prêt à payer, ça ne va pas le faire, ou bien on veut simplement être redondant parce que c'est une bonne pratique que de l'être, ou bien on a des solutions déployées en Chine, en Australie, sur lesquelles on sait très bien que si on vient taper sur un data center français ou nord-américain, on n'aura pas des performances idéales. Donc on veut potentiellement rajouter de la souplesse. Et la souplesse en question va être rajoutée par une brique qui vit aussi dans le cloud, mais qui est une brique que je pourrais presque dessiner d'une autre couleur, qui va s'appeler, donc ça s'appelle DPS. D'accord, c'est DPS pour Device Provisioning Service, mais qu'est-ce que ça veut dire de manière plus vulgaire et plus vulgarisée? C'est en fait un service qui nous permet d'ajouter une couche d'indirection lorsqu'un device souhaite se connecter à Internet la première fois. En fait, il va pouvoir venir interroger finalement une sorte d'annuaire dans lequel on va pouvoir venir demander quel est le serveur auquel je dois me connecter et est-ce que d'ailleurs j'ai le droit de me connecter à un serveur étant donné mon identifiant unique, mon password, est-ce que là, à un instant T, j'ai le droit de me connecter? Si oui, en fait, on va récupérer l'information en question, l'URL pour se connecter, et ensuite on va procéder comme si de rien n'était, on va se connecter. Mais ce mécanisme-là est intéressant dans le sens où ça nous permet d'avoir des groupes de déploiement différents pour nos différents devices. Potentiellement, lors de cet aller-retour-là, on va pouvoir venir avoir implémenter une logique où, par exemple, on sait que quand le device se présente et qu'il a un numéro de série impair, ça veut dire que c'est un device de pré-production et que donc il doit venir se connecter à un serveur IoT Hub différent. Et pour autant, le code embarqué du device de pré-production et du device de production, c'est exactement le même. C'est appelle l'annuaire, récupère la réponse pour savoir où tu dois te connecter et connecte-toi. Et peut-être qu'une fois qu'on n'a plus ces problématiques de pré-production, bien on vient complètement bloquer et blacklister de manière définitive les équipements de pré-prod et où, peu importe, la bonne nouvelle, c'est qu'on rajoute de la souplesse. Donc, si je retourne sur mon portail Azure, finalement, la première étape que je dois faire, c'est créer cette ressource Device Provisioning Service. Donc, c'est relativement simple. Il suffit de chercher ici, parmi toutes les ressources que je peux créer, il y en a une qui s'appelle le Device Provisioning Service. Alors, dans les instructions, on me dit de faire attention, comme on va utiliser, essayer de manipuler un petit peu les notions de plug and play. Il faut que je choisisse une géographie particulière pour que le service soit disponible. Donc, je vais faire attention de bien rester en Europe du Nord. Donc, je vais appeler ça Cloud West DPS. Dans ma ressource Cloud West, on a dit North Europe. Et c'est tout. C'est relativement facile de venir créer un provisioning service. Une autre chose qu'il faut que je crée,
c'est par contre le IoT Hub, un Cloud Gateway, c'est-à-dire lorsque mes devices seront autorisés à se connecter, ils vont venir se connecter à IoT Hub. Donc voici, toujours dans le même ressource groupe, dans CloudWest, toujours en North-Europe. Et je vais l'appeler IoT Hub Cloud. Très bien. Donc ça, c'est une nouveauté intéressante que je peux mentionner rapidement. C'est le fait que potentiellement, vous avez votre propre, vous avez déployé dans Azure votre propre infrastructure de networking, votre propre VPN finalement, ou en tout cas votre propre virtual network, avec des endpoints de sortie bien contrôlés par vous. Donc, si vous voulez que IoT Hub ne soit disponible que sur ce VNet-là, et donc potentiellement que accessible par certaines machines de votre sous-réseau, etc., c'est quelque chose que vous pouvez venir configurer. Ensuite, en termes de topologie, Azure IoT Hub, en fonction de ma volumétrie, etc., je peux choisir différents tiers. Celui-ci me convient. Je peux choisir d'activer le Security Center for IoT, problématique pour la peine vraiment typique et spécifique de l'IoT, tout ce qui est gestion de j'ai des équipements connectés, est-ce que potentiellement ils sont compromis, est-ce que grâce peut-être à un petit agent de sécurité que je déploie dans mon firmware, est-ce qu'il serait possible d'avoir l'équivalent d'un antivirus plus firewall plus des détections d'intrusion pour détecter que, par exemple, le device semble faire des communications sur des ports qui ne semblaient pas, qui ne sont pas du tout les ports typiques dédiés à la communication Azure IoT Hub. C'est peut-être une indication d'un souci, auquel cas le Azure Security Agent va remonter des informations que l'on va pouvoir ensuite monitorer sur le même dashboard et la même infrastructure de sécurité, dans laquelle on va aussi monitorer les failles de sécurité potentielles de nos VM Azure, de nos databases Azure, etc. etc. Donc c'est assez intéressant d'activer cela. Vous pouvez jeter un œil aux pages de documentation, mais globalement, en termes de pricing, on est sur quelque chose pour lequel ça serait dommage de se priver de la fonctionnalité. On est à un dixième de centime ou de centimes de dollars, en tout cas de cents par device et par mois. Et je vais créer, j'aurais pu taguer mes équipements. Voilà, je crée mon IoT Hub. Ça va prendre quelques temps. Mais de ce temps, en fait, peut-être que l'on peut se dire que l'on va venir préparer le terrain pour notre board, n'est-ce pas? Donc, il va s'agir de venir la connecter. Alors, comment ça va se passer? On va revenir ici. Je vais la brancher, parce que de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il va le faire. Et là, c'est l'équivalent de, si je l'avais vraiment, je viens de l'acheter, donc vous pouvez la commander en ligne, je crois que ça coûte quelque chose comme peut-être 25-30 €. C'est un dev kit qui vous permet de faire bien plus que juste du Azure IoT, notamment il y a un écran LCD multicolore, il y a un microphone, ce qui est assez unique, un microphone et prise de casque, donc pour faire de la reconnaissance audio, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la stack Wi-Fi complète et c'est déjà pas mal. Mais donc, on le branche et on a ici, hop là, je vais y arriver puisque je trouve le bon spot. C'est pas facile avec tout qui est en miroir. Hop là. Donc là, il me dit des choses. En fait, il essaye probablement de se connecter à un ancien IoT Hub parce que je pense que je l'avais déjà configuré peut-être il y a quelques temps. Je vais juste vérifier rapidement qu'on n'est pas trop flou. Bon, c'est très bien. Donc, donc on va pouvoir le connecter. Je retourne sur les instructions. Il y a une étape qui m'indique
ton device, en fait, si tu veux le transformer en l'équivalent d'un device plug and play que tu aurais acheté sur étagère sur le device catalogue Azure IoT, voici des instructions ici. Et en fait, en pratique, c'est plutôt simple. Il s'agit de récupérer un firmware qui est disponible ici, qui est un fichier binaire que je télécharge. En fait, je vais même directement le télécharger sur, je vais directement l'enregistrer sur B2 points. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il? On va y arriver, j'espère. Intéressant. On va le relancer, hein, si jamais. C'est assez étonnant. Hop là. Alors, je relance. Hop. Edge. Ici. Pourquoi j'ai pas ma page d'accueil? C'est pas grave. AKA, le workshop, il est ici. Je remets les instructions. Connecter. Instruction est disponible ici. Hop là. Save as. Merci de ne pas avoir craché. Voilà, je le sauve directement sur D2 points, sur le file system de mon device qui est connecté en USB à mon PC. D'ailleurs, on voit qu'il est en train de faire quelque chose. D'accord. Quand il aura fini, on va regarder ce qui se passe. Je vais le mettre peut-être un tout petit peu plus grand. Hop là. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Donc il me dit, voilà, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais le redémarrer pour qu'on vérifie qu'il me parle bien de plug and play. J'ai un doute sur le fait que j'ai correctement réalisé la mise à jour. Je voudrais vérifier cela en regardant de plus près ce qui se passe. Des deux points, ok, très bien. On sauve, il est en train de se flasher. Hop là, programming. J'ai un petit doute sur le fait que plugin play n'apparaît pas, mais on va partir du principe qu'on est bon. Donc on va continuer. En fait, on va le mettre en mode. On va appuyer tel qu'indiqué ici. En fait, on va le mettre dans un mode qui est l'équivalent. En fait, on va faire la manipulation que ferait probablement Contoso la première fois que Contoso reçoit les équipements qu'ils ont achetés pour faire leur solution connectée. Il va falloir les configurer et les associer à leur solution cloud. D'accord? Donc, on a créé nos ressources cloud avec. Il faut que je retourne dessus, ça reste plein. Mon ressource groupe qui est le ressource groupe cloud S. Voilà, en fait, de la même manière que quand vous achetez, je ne sais pas, un Nest, un Google Home, une balance connectée, vous faites la manip ou via votre smartphone, via des appuis prolongés sur des boutons ou autres, où finalement vous venez provisionner le device avec le service provider associé. Nous, il faut qu'on fasse la même chose. Il y a plein de façons de le faire. Dans le DevKit, la façon dont c'est implémenté, c'est en appuyant sur une touche particulière, sur une combinaison particulière de touches, on vient mettre le device dans un mode où en fait il vient exposer un hotspot Wi-Fi et lequel hotspot va nous permettre tac, 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 où suis-je? Ici, voilà, je vais venir me connecter au hotspot. Et une fois connecté au hotspot, je vais venir configurer le device.
En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va, et ça ressemble en fait finalement quand vous vous connectez à votre Livebox ou ce genre de choses, à la fameuse interface d'admin qui tourne sur euh, une interface particulière. Euh, donc voici. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je dois venir connecter mon équipement. Alors il va falloir que je prenne. Euh, j'ai pas gardé le mot de passe Wi-Fi sous le coude. Je vais ouvrir ça sur le côté, mais je vais aussi avoir besoin d'autres informations de toute façon. Donc le Wi-Fi, ok, on va s'en occuper. J'attrape l'info et on va la renseigner. Par contre, il semblerait qu'il y ait d'autres infos à mettre que je n'ai pas forcément tout de suite sous le coude. Alors, le Wi-Fi, le mot de passe, je suis en train de récupérer ça. Ouais, je galère. Hop là, hop là. Mais on va de toute façon voilà, avoir besoin d'autres infos. Alors, le nom du device, on va l'appeler peut-être comme on veut, mais on a besoin, dans l'entrée d'annuaire que l'on va créer dans le device provisioning service, on va créer finalement un groupe d'équipements, un groupe de devices, et en fait, à ce groupe de devices-là va être associé une clé, un secret, et c'est ce dont il est question ici. Donc, tac, 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 je suis encore en train de chercher mon Wi-Fi sur le côté. Mais de toute façon, voilà, côté DPS, on n'a pas forcément tout à fait fini le travail. On n'a pas fini de configurer ce que j'appelle notre annuaire. D'accord? Donc, il va falloir, d'une part, vérifier que notre annuaire est configuré pour être associé à notre Cloud Gateway. Il pourrait d'ailleurs y en avoir plusieurs. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, non, je vais finir de créer cela. Voilà. Je finis de créer ça et vous allez voir, en fait, voilà, potentiellement, à un annuaire donné, il peut y avoir plusieurs Cloud Gateway associés. La Cloud Gateway de prod et celle de pré-prod, potentiellement. Et auquel cas, ensuite, ce qui vient se passer, c'est qu'on va venir gérer ici les allocation policy, c'est-à-dire comment on veut que l'annuaire se comporte lorsque quelqu'un vient faire une requête et vient dire, lorsqu'un device vient dire, et s'il te plaît, dis-moi à quel endroit, quelle est la cloud gateway que je dois utiliser pour me connecter, potentiellement, la réponse va se faire en se basant sur la latence la plus faible, en se basant sur un round robin tout à fait classique si on veut vraiment faire du load balancing, ou peut-être on va pouvoir gérer au coup par coup qui part à quel endroit. D'accord. Mais moi, la politique de base me convient. Juste vérifier que l'association ici, voilà, elle a fonctionné comme il faut. Donc quelque chose qui me manque, que je dois rajouter maintenant, c'est rajouter les entrées dans l'annuaire. Dans le dictionnaire, les entrées peuvent être individuelles. Je pourrais venir enrôler et whitelister au coup par coup chacun de mes équipements. Alors j'ai encore un souci de connexion. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Je peux créer mes enrôlements de manière individuelle, ou bien, là dans le cas qui m'intéresse, pour faciliter la vie, en fait, je vais venir me dire, tous les équipements d'un même groupe, ils font partie du même groupe, ils partagent le même secret. Alors après, du coup, en termes de bonne pratique, il faut être sûr que ce secret, on sait le stocker sur le device de manière safe, parce que si le secret est compromis, c'est le secret qui permet de se connecter au cloud. Et en fait, voilà, n'importe quel secret va potentiellement pouvoir se connecter. La seule solution qu'on aura pour remédier au problème, ce sera de révoquer et de supprimer le groupe d'enrôlement, ou bien de faire de faire une rotation des clés de sécurité. Mais en l'occurrence, moi, du coup, j'ai mon groupe principal d'asset tracker. Du mix à formuler pour changer. On va utiliser des clés, des passwords. On pourrait utiliser des certificats X509 et finalement avoir une infrastructure plus PKI un petit peu classique.
Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de configurer d'autre? Vérifier qu'on est bien, que ce groupe-là, que ce groupe d'enrôlement va fonctionner et va utiliser au moins notre IoT. De toute façon, on n'en a qu'un, mais potentiellement, je pourrais fine-tuner ici. Je pourrais surcharger la politique d'attribution et ça me va globalement. C'est ce que je veux. Donc, entre-temps, j'ai récupéré d'une part le Wi-Fi ici, et ensuite je vais récupérer les infos qui concernent le groupe d'enrôlement. En l'occurrence, la clé primaire, ici, et ce qui s'appelle le ID scope, qui finalement est l'identifiant unique de mon annuaire, de mon provisioning service. D'accord. Voilà. Et là, avant de sauver, avant de finalement finir de provisionner mon device, je vais basculer sur un outil qui va me permettre. Donc j'ai créé un IoT Hub que j'ai appelé CloudWest. Cet IoT Hub là, je voudrais pouvoir un petit peu, alors avec le portail, je peux déjà faire tout un tas d'opérations pour voir un petit peu dans quel état est mon IoT Hub, combien de devices se sont connectés, combien de messages ont été échangés. Mais peut-être qu'en tant que développeur, ça ne me suffit pas forcément. Et auquel cas, je vais utiliser un outil qui s'appelle le Azure IoT Explorer. Je pourrais utiliser la command line Azure aussi, c'est une autre option. Mais là, moi, en l'occurrence, je vais venir configurer cet IoT Explorer pour se connecter à IoT Hub et je vais pouvoir venir voir plus en détail quels sont les devices qui sont connectés, venir échanger et interagir avec eux. C'est quelque chose aussi que potentiellement je pourrais venir faire avec VS Code. Il y a aussi une extension dans VS Code. Mais voilà, en l'occurrence, je récupère cette clé ici que je viens coller et voici, je me connecte. Et aux surprises, pour l'instant, notre IoT Hub il est relativement dépourvu de device, puisqu'en fait, je viens de le créer et je n'ai pas encore provisionné le moindre device dessus. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'éventuellement, si je n'utilise pas de DPS, je viens peut-être provisionner des devices manuellement. Ça peut arriver. Et auquel cas, bien évidemment, il va apparaître. Et donc, je peux venir interagir avec lui. Bon, il n'existe pas vraiment, en tout cas, il ne s'est pas vraiment physiquement connecté, donc je ne peux pas forcément faire grand-chose, mais on voit qu'il a déjà un secret et un password dans le cas où je veux effectivement connecter ce nouveau device. Mais la procédure de créer des devices manuellement, c'est pas nécessairement que c'est pas recommandé, c'est que, sauf la problématique vraiment spécifique, on peut essayer d'éviter de s'en passer, notamment en utilisant des DPS, en utilisant des groupes enrollment, et en ayant ce mécanisme beaucoup plus souple, où c'est beaucoup plus souple, tout simplement. Imaginons une solution où je veux gérer manuellement 3 IoT Hub redondants. Il faut que dans les 3 IoT Hub en question, manuellement, je vienne provisionner mes devices, que les clés soient synchronisées, etc. C'est pas forcément très rigolo. Donc, là, je suis revenu trop loin. Voilà. Donc, restons ici. Là, ce qu'on veut faire et voir, c'est, et on va regarder, on va continuer à jeter un œil sur notre device, puisque là, en fait, je vais finir de le configurer. Il va probablement, et je l'espère, redémarrer. C'est intéressant. Je pense que j'ai mon Wi-Fi qui bascule de manière pas correcte entre tac. Est-ce que je suis toujours sur le Wi-Fi Oui, il y a eu un souci. J'ai perdu la connexion Wi-Fi. C'est pas super. On va essayer de refaire ça. De toute façon, il est encore en base de config. Ok, connectons-nous. On peut le faire. Tac. J'avais pas eu le moindre souci la dernière fois. Est-ce que d'ici là, est-ce qu'entre-temps, on ne voit plus de ton écran 10h39.
Est-ce que c'est toujours d'actualité, le message? On ne voit plus ton écran. Tac, tac, tac. Alors, où j'en suis? Est-ce que mon device s'est connecté? Je devrais essayer d'arriver à rafraîchir et à resoumettre. Non, il faut que je remette mes mots de passe. Hop là. Hop là. Allez, on va espérer. Voilà, le dev kit redémarre. C'est revenu en me reconnectant. Mais décidément, Audran, j'espère que l'enregistrement ne sera pas trop chaotique. J'aurais dû enregistrer en local aussi de mon côté. Je n'ai pas pensé à le faire. D'ailleurs, tiens, je vais le faire. Je vais le lancer. Il n'est pas trop tard. Hop là. OK, le device a rebooté. Le device semble clignoter un petit peu dans tous les sens. Mais ça semble être bien. Ça semble être bien. Il me dit PNP enabled. Il me dit running. Donc, si je reviens sur mon IoT Explorer, on a le device qui est connecté. Donc, c'est plutôt intéressant. On a résolu, finalement, quasiment le premier, c'est sûr, mais peut-être le plus gros problème lorsqu'il s'agit de faire sa solution IoT. Parce que là, maintenant, on est connecté de manière sécurisée, et on est connecté grâce à Plug and Play, ce qui fait qu'on va pouvoir venir. Je vous montre un petit peu. Je pensais que je pouvais donner le texte. Zoom in. Okay. Tac, allez, comme ça c'est un peu plus grand. Le device est plug and play. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la première fois que le device est connecté, la toute première fois qu'il s'est connecté à Internet, il s'est connecté au Device Provisioning Service. Dans la foulée, le Device Provisioning Service lui a répondu en lui indiquant l'URL du IoT Hub, CloudWest, etc. Donc le device a dit très bien, merci. Ça veut dire que grâce à mon secret, grâce à mon password, j'ai le droit de me connecter. Donc je me connecte pour de bon. Cette fois, je me connecte à IoT Hub. Et en se connectant à IoT Hub, le device, lors de la première connexion, est venu dire: tiens, cher IoT Hub, j'implémente un certain nombre d'interfaces qui sont plus ou moins standards, et qui sont des interfaces qui permettent finalement de formaliser, de standardiser, qui permettent de standardiser comment je vais pouvoir interagir avec le device, que ce soit en termes de quelle est la télémétrie, quelles sont les informations que le device va m'envoyer. Par exemple, on voit que le device il a une interface capteur. Cette interface capteur, ça c'est sa description en JSON, et c'est finalement le standard qu'on utilise pour Plug and Play, c'est JSON LD, et ça décrit toutes les capabilities. Mais du coup, ça veut dire que l'outil, ici notre IoT Explorer, automatiquement, il sait que si je m'abonne et que je décide de recevoir la télémétrie envoyée par le device, elle va, je vais pouvoir automatiquement, c'est pas ça que je voulais montrer, excusez-moi, potentiellement, je vais pouvoir automatiquement, c'est ici, si je vais la regarder ici, en télémétrie, automatiquement, l'outil va pouvoir me la catégoriser de manière un peu plus sexy que. Pourquoi je ne trouve pas. Je trouve pas le bout d'IHM que je voulais vous montrer, mais peu importe, en tout cas, on se rend bien compte qu'à chaque fois que le device envoie une télémétrie, que ce soit sa position GPS ou son niveau d'accéléromètre ou autre, à chaque fois, on a bien une métadonnée qui nous permet d'en savoir un peu plus sur l'information. Et par exemple, du coup, si on a une température qui est envoyée, 23, 24, 22, 23, on peut potentiellement, en allant dépiler et suivre le fil du modèle Plug and Play, d'interface Plug and Play associée, on va pouvoir savoir que, ah oui, ok, c'est une température, mais en plus, c'est une température qui est en Celsius et pas en Fahrenheit, d'accord? Donc voilà, et quelque chose d'autre qui peut être intéressant de voir, c'est que on a, mais en fait je pense que j'ai un petit souci de Plug and Play, je ne sais pas pourquoi, je ne dois pas avoir une version bien un jour de IoT Explorer, c'est de ma faute. Mais quelque chose que je peux avoir envie de faire, du coup, c'est aussi de me dire, tiens, il semblerait qu'il y ait une interface screen
qui, elle aussi, du coup, implémente des mécanismes plug and play. Et qu'est-ce qui se passerait si je venais regarder, ah ben tiens, cette interface, ça semble supporter un certain nombre de commandes. Je pourrais dire Hello CloudWest. C'est peut-être un peu gros, mais je tombe un œil à l'écran LCD, j'envoie la commande. Hello CloudWest. L'idée étant que là, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? L'outil Azure IoT Explorer, dès que je fais send commande, il fait un appel API à IoT Hub en lui disant, cher IoT Hub, dès que possible, pour le device qui s'appelle MXchip001, envoie-lui la commande echo avec le paramètre Hello CloudWest. Et au cas, du coup, le device étant connecté, il récupère la commande et il l'exécute. Elle est vraisemblablement dans le firmware de notre device. Il y a quelque chose qui fait que si la commande contient du texte, ce texte, on l'affiche. En principe, si ici je fais un compte à rebours de 6, partant de 6, on a un compte à rebours 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc on a globalement un device qui communique. On a, j'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs je peux le montrer, juste histoire que tout le monde soit bien familier avec les outils. Hop, je vais ouvrir un nouveau, une nouvelle fenêtre VS Code. Dans VS Code, si vous voulez interagir avec Azure IoT, c'est tout à fait possible. Et on retrouve un petit peu les mêmes fonctionnalités, finalement. Je vais venir ici, me connecter à IoT Hub, si ce n'est que là, le IoT Hub auquel je suis connecté, ce n'est pas du tout celui qui m'intéresse. Je vais venir reconfigurer le IoT Hub. C'est Select IoT Hub. Je vais sélectionner le IoT Hub qui est dans ma souscription numéro 16 et qui s'appelle CloudWest. Et on retrouve nos petits. Les mêmes genres, voilà, le même genre de choses pour interagir, pour éventuellement envoyer une méthode. Alors je pourrais du coup envoyer la méthode echo avec le paramètre VS Code. Et je devrais, j'espère l'avoir. Méthode not present, je n'ai pas vu l'orthographie correctement, c'est ma faute. En tout cas, on a eu un retour. Le device nous a dit cette méthode, je ne la supporte pas. Je pourrais éventuellement m'abonner pour voir la télémétrie, etc. Et on retournera sur VS Code probablement plus tard, puisque il y a tout un tas d'autres outils intéressants à connaître. Et voilà, mais je pense que, oui, vérifions, mais je pense qu'on a finalement résolu, en tout cas fini la première étape. Vous me direz, il est peut-être grand temps, puisque ça fait déjà un petit moment que l'on a commencé, mais maintenant on va pouvoir dérouler. On a notre device qui est connecté. Maintenant, on a l'infrastructure de messaging, comme indiqué ici. Maintenant, ce serait pas mal de voir comment on peut visualiser nos données, les stocker et les visualiser. Les deux sont importants pour notre use case. Les stocker parce que contractuellement, il faut qu'on puisse pouvoir prouver au client que le colis de la semaine dernière ou le colis d'il y a 2 ans non garantit, voilà l'historique des températures, mais aussi du coup visualisation peut-être plus en temps réel pour la personne, le logisticien chez Contoso qui veut pouvoir sur ses dashboards, etc., voir ce qu'il en est. Donc, pour ce faire, on va utiliser quelque chose qui s'appelle Time Series Insights. Donc, si je retourne sur mon ressource groupe CloudWest, que je ne retrouve pas ici, hop là, le ressource groupe CloudWest, il est ici. On va rajouter une nouvelle ressource. Donc, Time Series Insights, globalement, comment ça se passe? Je vais enlever le truc qui ne sert à rien. Time Series Insights. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Time Series Insights, c'est un service qui va me permettre de gérer mes Time Series Database. En pratique, le stockage, c'est quelque chose qui se fait
dans un blob storage Azure IoT. Donc, en fait, le format fichier derrière Time Series Insights, il est tout à fait ouvert. C'est le format Apache Parquet. Donc, un format qui permet de gérer des données Time Series d'une part, mais de gérer des données aussi pour lesquelles on va pouvoir faire des agrégations sur des périodes de temps particulières, 1 minute, 1 heure, 1 jour, et avoir des moyennes, des maximums, des minimums, des écarts types, etc. Et donc, en fait, quand je vais venir créer mon Time Series Insights, je vais venir l'associer à un compte de stockage. Toujours pareil, je suis dans North Europe. J'appelle mon environnement TSI Cloud-West. Je regarde que j'ai le droit de mettre un tiret, oui, j'ai le droit. Je vais utiliser la toute dernière version de Time Series Insights qui est pour l'instant encore en preview, mais la General Availability arrive dans les toutes prochaines semaines. N'hésitez pas, comme à chaque fois, alors je pourrais mettre les liens, je devrais mettre les liens dans le chat, mais vous pouvez tout à fait chercher sur votre moteur de recherche favori Time Series Insights. Quelque chose que je ne prends pas forcément assez le temps de vous expliquer ou de vous montrer, c'est le pricing à chaque fois pour chaque brique que l'on met en œuvre. Pour IoT Hub, typiquement, le pricing il est proportionnel au nombre de devices et au nombre de messages que les devices vont venir échanger chaque mois. Pour Time Series Insights, le pricing il est proportionnel à la quantité totale de données que vous venez stocker. Et donc, forcément, ça vient grossir au fil du temps. Et du coup, vous payez X dollars par gigabyte ou terabyte par mois. Et ensuite, vous venez payer proportionnellement au nombre de requêtes qui sont faites, sachant que il y a 2 types différents de store. Et là, c'est ce que je suis en train d'activer ici. Il y a quelque chose que l'on appelle le warm store, qui est finalement un store qui est en mémoire, hein, ou en tout cas qui est vendu et positionné pour être rapide, beaucoup plus rapide que le cold store. Potentiellement, du coup, il est un peu plus cher. Là aussi, vous payez du coup proportionnellement au nombre de données qui sont dans ce store, donc c'est proportionnel à la durée que vous voulez archiver dedans. Mais du coup, on paye voilà, au nombre de requêtes. Et ensuite, voilà, pour le reste du cold store, on paye le storage associé et on paye en fonction du nombre de requêtes. Mais c'est une quantité négligeable, si je ne m'abuse. Les requêtes en elles-mêmes sont vraiment très, très peu chères. Mais toujours est-il que je vais avoir besoin de stocker mes données dans un storage account. Il va m'en créer un, TSI, donc je vais le laisser faire. Storage Cloud-West, si ce n'est que là, par contre, je pense que je n'ai pas droit de tirer, voilà, exceptionnellement. Et ensuite, une information super importante, c'est, notamment parce qu'elle est immuable, c'est venir indiquer, en fait, ce que Time Series Insights va venir faire, c'est venir s'abonner à potentiellement plusieurs types de sources de données qui peuvent être vues comme des données qui produisent des sources de données qui émettent des événements. D'accord, donc ça peut être votre Enterprise Service Bus dans lequel il y a tout un tas il y a des logs peut-être, tout simplement, il y a des logs où il y a des anomalies sur des serveurs qui sont logués. Ça peut être une source de données potentielle pour TSI. Une autre source de données potentielle, c'est tout ce qui est IoT Hub. Et IoT Hub, en pratique, il se comporte comme Azure Event Hub en termes de la manière dont il se rend disponible pour des consommateurs potentiels de données. Et donc, TSI, par contre, une chose dont il a besoin, c'est, tiens, je m'abonne à un flux de données, et parmi ces données-là, qui sont du JSON, quelle est la clé y a-t-il une clé? Enfin, il faut qu'il y en ait une. Quelle est la clé qui identifiera de manière unique la time series? C'est-à-dire, du coup, si je reviens sur mon IoT Explorer, sur la télémétrie, et que je m'abonne. Donc ça, c'est ce que mon device produit en temps réel. Voilà, il envoie de la télémétrie. Donc, je reçois un JSON dans lequel j'ai ces
ces propriétés-là. Par contre, il n'y a rien qui semble, enfin, je ne vois pas un truc qui dirait MXType 001. Or, j'ai besoin de ça pour identifier de manière unique ma time series. En fait, c'est une donnée qui est plus considérée comme une métadonnée système. Et donc, si je l'active, et je ne sais plus s'il faut que je stoppe et que je... Non, c'est bon. Voilà. Et en fait, je me rends compte que j'ai quelque chose qui s'appelle le IoT Hub Connection Device ID, qui est exactement ce dont j'ai besoin pour identifier de manière unique ma time series. Et voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir dire quelle est ma source. Alors, ça, voilà, je le disais, ça peut être un IoT Hub ou un Event Hub. Moi, ça me va très bien. La source, je vais l'appeler IoT Hub. Par contre, un truc auquel il faut que je fasse attention, c'est que potentiellement, dans une solution, c'est là qu'on est dans le domaine où, certes, on fait de l'IoT, mais ça serait la même chose si on n'était pas en train de faire de l'IoT. Une solution basée sur Event Hub, c'est finalement, on poste des événements sur le Event Hub ou du coup sur le IoT Hub, et potentiellement, il y a un ou plusieurs consommateurs qui récupèrent ces événements. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que du coup, les consommateurs peuvent potentiellement se marcher sur les pieds. Je me trompais, je ne regardais pas le bon. Et donc, en fait, je veux bien faire en sorte d'avoir un consumer group unique qui va correspondre purement à TSI. C'est-à-dire que si moi, je suis en train sur le côté de regarder dans IoT Explorer, de regarder la télémétrie, finalement, je suis en train, sans le vouloir, de venir dire à IoT Hub/Event Hub, et c'est bon, ça, je l'ai lu, ne me le représente plus jamais, ça a été lu. Du coup, ça poserait problème, dans le sens où si TSI consomme sur le même groupe, en fait, il va voir passer que la moitié des choses, voire pas du tout, parce qu'en fait, il y aura un autre outil, il y aura un autre consommateur qui aura tout mangé. Donc, je vais faire attention de bien créer un groupe spécifique. Le groupe, en fait, c'est sauvegardé automatiquement, j'ai l'impression. Vérifions au cas où. Voilà, j'ai bien un nouveau groupe. Donc, je viens dire que je me connecte à CloudWest et que j'utilise la policy, peu importe. En fait, j'aurais juste besoin d'une policy, je pense, où j'ai besoin de lire, mais ça, on va dire qu'on ne se pose pas trop de questions. Par contre, je fais bien attention à avoir le consumer group à moi. J'aurais pu le créer directement depuis ici, c'est ma faute. Je peux éventuellement venir dire l'info de temps, plutôt que de te baser sur le moment auquel le message a été posté, peut-être qu'il y a une info de temps dans le message lui-même. Ça peut être intéressant dans le cas où les devices ne communiquent pas en temps réel. En fait, il capture une donnée de capteur, il la stocke en local, il la timestamp, et lorsqu'il la pousse au cloud, il rajoute une propriété timestamp, et auquel cas, du coup, si elle s'appelait timestamp custom, par exemple, je viendrai le renseigner ici. Moi, je n'ai pas besoin. Et voilà, maintenant je crée Time Series Insights et c'est parti. Alors, je vois toujours pas de questions dans le chat. J'en déduis que tout est crystal clear. Si je vais trop vite ou pas assez vite sur des sujets, n'hésitez pas. Donc TSI est en train de se créer. Je vais lui laisser un peu le temps de se créer. Revenir sur mon CloudWest. Voilà, il est en cours. Donc juste pour ceux qui arrivent peut-être en cours de route, si on revient sur notre schéma, ce que l'on est en train d'adresser maintenant, c'est les données sont là, c'est bon, on le sait, on l'a vu, on l'a constaté notamment avec IoT, Azure IoT Explorer, le petit outil desktop, on l'a même vu via VS Code. Les données sont là, donc elles sont mises à disposition via un Event Hub, c'est-à-dire qu'elles peuvent être potentiellement consommées. Il y a plein de consommateurs différents qui peuvent exister. On pourrait les consommer potentiellement avec une Azure Function, c'est-à-dire dès qu'il y a une nouvelle donnée postée, je vais déclencher du code serverless pour
faire des choses, peut-être stocker, faire le pont vers une base de données qui serait une base de données un peu plus funky, qui n'est pas forcément supportée de base dans la galaxie Azure, mais je viendrais faire la petite couche d'adaptation. Je pourrais avoir l'Azure Function qui m'envoie des mails en cas d'anomalie, même si c'est probablement pas le meilleur moyen de faire, d'utiliser une Azure Function pour gérer des anomalies. Et voilà. Et en tout cas, là, je suis en train de déployer et de relier IoT Hub à Time Series Insights. Où en on est que je pense que voilà, il est créé. Mon Time Series Insights est créé. On a un storage account qui s'est également créé à côté, mais on n'a pas besoin d'aller voir ce qu'il y a dedans. Ce qui nous intéresse, c'est le TSI. Donc je vais directement, en fait, TSI, c'est plusieurs choses. TSI, donc Time Series Insights, c'est l'infrastructure pour venir stocker nos données de manière, nos données Time Series de manière efficace et ensuite du coup accessible via un portail web qui s'appelle le Time Series Insights Explorer, qui permet peut-être aux data scientists chez Contoso ou dans notre entreprise de venir plonger dans les données, étudier de quoi il est question. Et ensuite, Time Series Insights, c'est évidemment des API pour que l'on puisse venir créer des applis tierces pour voilà, l'équivalent des requêtes que je viens faire via l'outil graphique. Évidemment, à un moment donné, je vais vouloir les faire dans mon appli web ou autre. Et je vais d'ailleurs peut-être aussi pouvoir des fois avoir envie de réutiliser certains des widgets graphiques que me propose TSI. Et donc, c'est aussi quelque chose qui fait partie du SDK JavaScript de Time Series Insights. Alors, très bonne question de Ahmed. Pour prototyper, est-ce qu'on peut utiliser d'autres cartes genre Arduino ou autre? Tout à fait. Et c'est une très bonne question. Le prérequis, c'est que la carte, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'elle ait une connectivité à Internet. Alors, si on parle d'un Arduino old school, du coup, ça va se passer via une shield qu'on va venir rajouter dessus qui amène du Ethernet ou du Wi-Fi, pourquoi pas aussi un modem cellulaire 2G ou 3G. Mais dans tous les cas, Arduino, ça fait partie des plateformes pour lesquelles il est très facile de venir le rendre compatible Azure IoT, on va dire, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser, il y a plusieurs SDK qui existent pour venir construire un device Azure IoT, un device pouvant être quelque chose de type Arduino, très très embarqué, très contraint, mais un device, potentiellement, ça peut aussi être une gateway qui tourne sous Windows et pour laquelle, du coup, on va utiliser C# ou JavaScript pour réaliser le code client. Donc, il y a tout un tas de SDK qui existent lorsqu'il s'agit de réaliser son code client de device. Pour un Arduino, il est fort probable que tu vas te retrouver à utiliser quelque chose comme le SDK Azure IoT, qui en fait est aussi disponible prépackagé sous forme d'une librairie Arduino, et auquel cas, c'est là que tu vas venir dire, ah ben tiens, d'un côté, je récupère mes infos de température, d'humidité et tout ça, côté vraiment capteur, et de l'autre, côté Internet, ben voici comment je me connecte à DPS pour venir faire la première étape de la connexion, voici où je stocke mon secret, mon password, etc. Mais oui, globalement, Arduino, c'est évidemment une plateforme qui peut être utile. Il y a tout ce qui est aussi ESP32, tous les devices expressifs, il y a aussi pas mal d'exemples qui existent autour de ça. Un autre type aussi de device embarqué intéressant, c'est de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de devices désormais et de plateformes de développement et de prototypage basées sur MicroPython. Donc c'est aussi une autre option. Et en tout cas, n'hésitez pas avec les questions. Donc là, il semblerait que depuis 10h41, on ait de la télémétrie qui soit postée. Et puis en fait, si je viens regarder ici, effectivement, mon MXSheet, il semblerait qu'il y a tout un tas de données qui sont mises à disposition. Par exemple, la température, l'humidité. Effectivement, donc on a un historique de données. Je vais
en profiter pour, alors, je ne sais plus exactement lequel c'est, température. La température, c'est celui ici. Ici, je suis en train de chauffer de chauffer le thermomètre et de chauffer le capteur de température. Donc, dès que je vais venir rafraîchir mes données, je pense que je devrais me rendre compte. Ça va peut-être prendre quelques secondes, donc je peux le rafraîchir à la main. Voilà. La température, oui, la température a bien augmenté. Donc ça c'est le. Voilà, j'explore mes données en temps réel. Vous allez me dire, c'est un petit peu le Hello World de l'IoT. C'est pas complètement faux. Vous allez me dire, il n'y a qu'un device, donc on ne se rend pas forcément compte de toute la complexité, enfin, la puissance de l'outil. C'est pas forcément faux non plus. Mais ceci dit, même s'il n'y a qu'un device, il y a plusieurs choses que je peux commencer à vous montrer. C'est par exemple se dire, et là on ne va pas se rendre compte des performances, puisqu'il n'y a pas tant de données que ça, mais tiens, en fait, depuis qu'il y a des données, je voudrais afficher, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de voir, de les regrouper par paquet de 1 minute. Et auquel cas, ce n'est pas forcément facile à voir, mais ça se voit mieux ici, pour les données, on voit dans quelle enveloppe les données ont évolué. Vous voyez, il y a une toute petite enveloppe bleu ciel autour de la courbe. D'ailleurs, si je regarde la tooltip, elle me l'indique aussi. Voilà, là, on a oscillé entre 28 et 29 sur la minute de 10h44 à 10h45. Par contre, si je viens ici, on se rend compte que là, on a eu une plus forte amplitude et on peut vite visualiser des soucis potentiels. Un autre aspect intéressant, c'est de pouvoir se dire, ouais, mais en fait, les line charts, ça ne me permet pas de visualiser exactement et d'extraire le genre d'infos qui m'intéresse. Je veux plutôt un truc de type heatmap. Et du coup, la heatmap, même si là, c'est pas forcément flagrant parce qu'il faudrait attendre que la température redescende un peu, je vais peut-être grouper un peu différemment. On se rend compte qu'il y a eu une période de temps où il y a eu un point chaud, typiquement, si on devait traduire littéralement. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, l'outil étant à vocation d'estimation principalement de data scientist, je ne suis pas persuadé que toutes les données brutes de décoffrage du capteur, on ne peut peut-être pas les présenter comme ça à l'utilisateur. Auquel cas, en fait, il y a un outil de modélisation dans Time Series Insights, qui du coup est aussi ensuite accessible par les API pour que les gens puissent, les gens qui construisent leur appli aient accès aussi à cette info-là. On va pouvoir venir modéliser des types. Et en fait, par exemple, du coup, mon asset tracker, je vais venir modéliser le fait que et c'est quelque chose que je pourrais faire aussi, que je peux faire automatiquement grâce au modèle plug and play. En fait, j'aurais pu pré-remplir des choses ici. En fait, automatiquement, je vais venir dire, ouais, mais en fait, le data scientist, quoi qu'il arrive, je veux qu'il ait accès à la température et qu'il ne se pose pas forcément trop de questions. Elle sera disponible. Je veux qu'il ait accès aussi à l'humidité. Même principe. Alors, c'est en pourcent. J'espère qu'il va me laisser écrire le caractère %. Pareil. Et peut-être qu'il y a même un autre truc que je veux pré-mâcher. Et là, je fais un peu en live. J'espère que je ne vais pas me tromper dans la façon de faire. Je vais l'appeler average 10 minutes. Et je peux venir dire, ouais, mais en fait, là, ça va être tac, tac, tac. Non, c'est pas un compte, c'était bien numérique, sauf que je vais venir. C'est numérique sur la température. Mais par contre, voilà, je viens faire, ça va s'appeler la moyenne. Alors, par contre, ouais, la durée, oui, en fait, ce sera la moyenne automatiquement sur la durée qui est sélectionnée. Mais ça va être intéressant de pouvoir éventuellement visualiser cela. Ouais, on va voir. J'ai peut-être pas l'idée la plus brillante du monde. Je m'en doute peut-être moi-même, mais on va voir. Donc, c'est un premier aspect de modélisation. Un autre aspect intéressant, ça va être, alors, Audran, Audran, honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça a recraché de ton côté. C'est vraiment étrange. Je sais pas comment
comment résoudre le problème. Je ne peux clairement pas fermer ma fenêtre de stream, sinon je pense que je vais faire rater l'enregistrement. Et de mon côté, tout semble OK. Je ne sais pas, Ahmed, Ludovic, est-ce que vous avez des soucis avec le partage d'écran? Ah, et tu me dis que ça reste même après refresh. Ben, les autres, dites-nous. J'espère qu'on est bon. Moi, je ne sais pas. Au niveau du retour, j'ai tout qui porte à croire qu'on est OK. Alors, décidément. Donc là, on a modélisé l'équipe. Un autre sujet, un autre aspect de modélisation qui peut être plutôt intéressant, c'est la notion de hiérarchie. Parce qu'en fait, quant au saut, probablement, il est en position pour être un peu en français. En fait, lorsque je déploie ma solution, les équipements ils vont se déplacer de pays en pays, de région en région et peut-être d'entrepôt en entrepôt. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir modéliser et structurer mes données pour qu'ensuite je puisse facilement requêter tous les équipements qui sont en Midi-Pyrénées, en Occitanie. D'ailleurs, je ne sais pas si à Nantes vous avez changé de nom, peut-être le Grand Ouest maintenant, c'est ça. Et nous, on est devenu l'Occitanie. Toujours est-il que maintenant que j'ai modélisé mon type et ma hiérarchie, je vais pouvoir venir dire que MXChip01, il est de type. Alors, je voudrais juste être sûr et certain qu'on est bien en live. Laissez-moi peut-être regarder rapidement ce que dit le chat. Est-ce que quelqu'un peut juste dire dans le chat qu'on est bien en direct? Ce serait très apprécié, puisque là, j'ai un doute sur le fait que la plateforme est là, on est bien en direct. Merci Audran, j'espère que tu as résolu ton problème d'écran ou les autres. Dites-nous si un souci. On y retourne. Je suis où? Je suis ici. Donc mon MXChip001, je vais l'associer au type asset tracker et je vais le positionner dans la hiérarchie position. En fait, je vais venir dire qu'on est bien en France, Occitanie, et dans l'entrepôt, c'est mon entrepôt. Et merci Ahmed. Si tu n'as pas de problème, c'est top. Alors, voilà, maintenant, en fait, j'ai avancé un tout petit peu plus dans le fait de préparer le terrain à mon data scientist, dans le sens où on va supprimer tout ça, mais on va maintenant se rendre compte que, ah ben tiens, en fait, mon device, maintenant, il est positionné au sein d'une hiérarchie. Donc, évidemment, on pourrait imaginer que, alors, si d'autres devices vont se connecter, on va pouvoir les associer et les placer au bon endroit. Et de manière aussi assez intéressante, on a notre data scientist, on lui met à disposition que les infos qui l'intéressent avec un truc un peu plus human readable. Qu'est-ce que ça va avoir donné? Mon aspect, non fait d'avoir fait la moyenne, je pense qu'en fait, ça n'a servi juste à rien, puisqu'on affichait déjà la moyenne. Mais en fait, on pourrait se dire que pour ici, non, faut juste que je ne m'embrouille pas trop. Je suis où j'ai température, et ici, ouais, j'aurais pu faire ça différemment. Je n'aurais pas dû mettre la moyenne, en fait, j'aurais dû mettre le min et le max, tout simplement. Mais voici, donc on a toujours nos données de tout à l'heure. On a la possibilité de grouper, ça n'a pas changé. Et on est pas mal. Un truc intéressant pour ceux d'entre vous qui connaissent et ou utilisent Power BI, donc qui est un outil de reporting, assez évolué, assez avancé. Vous pouvez à tout moment, les sources de données que vous avez fabriquées et fine-tuner et ajuster dans TSI, vous pouvez les récupérer. Et en fait, vous connecter dans Power BI et récupérer, finalement créer un graphique qui aura peut-être un look un tout petit peu différent ou plus probablement en fait, des graphiques qui vont s'intégrer à tout un tas d'autres visuels qui font partie de votre solution de BI, Business Intelligence.
Donc, on a nos données. Si on revient ici, qu'est-ce qui nous manquait? En fait, les données, c'est intéressant, mais je pense on serait assez intéressé pour avoir un aspect stream analytics, un aspect détection d'anomalies. Et en fait, ça, c'est l'étape suivante de notre workshop, où en fait, on va venir utiliser Azure Stream Analytics. Et donc, en fait, Azure Stream Analytics est un peu comme TSI, et TSI peut s'abonner à une source d'événements, et son job, lui, c'est de stocker les données ou de les afficher, de les rendre requêtables. Stream Analytics, son job, c'est de les processer et de les ressortir de l'autre côté. L'autre côté étant un Event Hub parce que on veut mettre ça à disposition du reste de nos systèmes. Ça peut être dumpé dans des fichiers, ça peut être tout un tas de choses. Mais toujours est-il que nous, là, ce qui va nous occuper, c'est de créer une instance de Stream Analytics. Ça s'appelle un job, du coup. Et ce job-là, on va l'appeler, donc c'est Azure Stream Analytics. J'ai pas droit à retirer. Si. Toujours pareil, on le met en North Europe. Donc ça, c'est intéressant, c'est même très intéressant. Un sujet qu'on n'aborde pas directement aujourd'hui, c'est le edge computing. Alors, oui et non, on fait quand même du edge computing dans le sens où notre équipement embarqué, il a des capacités de calcul et finalement, rien ne nous empêche de faire un minimum de traitement de la température, de moyen-âge et de calcul du signal sur le device pour dans la foulée venir envoyer les données sur le cloud. C'est ce qu'on appelle le edge computing. Le edge computing, de manière plus classique, on va dire, c'est dès qu'il s'agit d'avoir un équipement qui a des capacités de calcul non négligeables et auquel cas notre équipement Edge, en fait, on va pouvoir se dire, ah non, c'est mieux que juste un simple device qui remonte des données. On va pouvoir commencer à le penser comme un conteneur d'application ou de payload IoT, où en fait, on va pouvoir se dire, tiens, mon conteneur Edge, il a une boîte, un conteneur qui est en charge d'interagir avec les capteurs, il a une boîte qui est en charge de gérer la communication avec le cloud, qu'est-ce qui se passe quand la connexion tombe, comment on gère les données en local, etc. Et potentiellement une boîte autre qui serait un composant de Stream Analytics, où on va pouvoir venir du coup orchestrer le fait que, tiens, je collecte mes données de capteurs, j'ai ma brique qui d'habitude les envoie directement en temps réel, peut-être je vais pouvoir adapter ma topologie pour mettre entre les deux du traitement de flux et ça serait du coup du Stream Analytics at the edge. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut commencer à venir penser nos payloads qui tournent sur les équipements Edge comme étant les mêmes payloads qui potentiellement tournent dans le cloud. Je fais de la reconnaissance d'images grâce à des images que j'envoie depuis une webcam dans le cloud, tout ça pour détecter si, je ne sais pas moi, les ouvriers et ouvrières dans mon entrepôt ont un casque de chantier ou n'en ont pas. Très bien, mon algo de reconnaissance d'image, il marche très bien dans le cloud, j'ai des très bonnes performances, etc. Par contre, c'est un peu idiot d'envoyer systématiquement des mégaoctets de données à chaque fois que je veux envoyer des images. Est-ce que exactement le même algorithme, je ne peux pas le faire tourner côté Edge, sous réserve d'avoir des capacités de calcul suffisantes, mais souvent on se rend compte qu'en fait c'est le cas, et qu'il y a beaucoup maintenant d'équipements Edge qui embarquent par exemple des GPU NVIDIA et tout ça. Et donc, tout ça pour dire que cette case à cocher ici, ce toggle ici, c'est pour venir dire qu'on va venir écrire un job qui aura vocation à tourner soit dans le cloud, soit dans l'edge, et potentiellement passer de l'un à l'autre, car ça peut devenir très intéressant. Là, la détection d'anomalies que je m'apprête à implémenter va consister à regarder
les 15 dernières minutes de température et faire de la magie machine learning et apprentissage non supervisé, etc., pour venir détecter une anomalie potentielle, mais ça, je vais le faire tourner dans le cloud. À terme, peut-être que je vais me rendre compte que si mon device le permet, j'aurai tout intérêt à le faire côté embarqué, puisqu'en fait, peut-être que en soi, remonter la température toutes les secondes ou toutes les 5 secondes, remonter ça vers le cloud, si ça n'avait d'autre intérêt que pour détecter les anomalies, ben, autant ne pas remonter les températures, autant de détecter l'anomalie directement sur le edge et ne remonter que le fait qu'il y ait potentiellement une anomalie. Longue introduction pour dire que nous allons créer un job côté cloud. Et comment ça va se passer? Il va falloir le configurer. Ce que j'entends par là, c'est que on va venir piocher les données côté IoT Hub. Donc, ça doit parler à ceux qui étaient là quand je l'ai mis en place. Ça va vouloir dire qu'il faut qu'on ait un consumer group dédié à Stream Analytics. On ne veut pas que les données que Stream Analytics absorbe, ou plus précisément que Time Series Insights absorbe à l'heure actuelle, il se les accapare et que du coup, le job Stream Analytics ne puisse pas les trouver. Donc, on va faire cette mise à jour-là pour rajouter les consumer group. Et ensuite, il va falloir qu'on trouve un mécanisme pour pouvoir poster depuis Stream Analytics dans Time Series Insights, sachant que c'est pas vraiment dans ce sens que ça se passe. La flèche, elle est à l'envers, finalement, dans le sens où Time Series Insights, les données, lui, il les consomme. C'est pas nous qui les poussons sur Time Series Insights, c'est Time Series Insights qui les consomme. Donc, il va falloir qu'on mette en place un Event Hub, en fait, qui va nous servir de fil pour transférer les données les résultats de notre job de détection d'anomalies pour le transférer vers ou les rendre dispo pour Time Series Insights. Donc, on va créer ce Event Hub. Ça donne des idées pour vérifier les ports des masques en période de Covid. Tout à fait. Notamment, d'ailleurs, moi, je suis en train, alors je fais l'autopromo de mon compte YouTube et Twitter pour ceux que ça intéresse. Je mettrai d'autres liens vers du contenu Microsoft IoT, il y en a vraiment beaucoup, mais moi, à titre perso et à titre pro aussi, je crée pas mal de contenu autour de l'IoT qui parfois et souvent va plus loin que juste Azure IoT pour montrer comment on peut utiliser certaines briques open source ou open hardware évidemment avec Azure IoT. Récemment, ce qui m'occupe, et ça va très bien avec ce que tu mentionnes, Ahmed, il y a pas mal de choses à faire, me semble-t-il, avec tout ce qui est capteurs qui permettent de détecter des gaz divers et variés. Alors, il existe des capteurs d'azote, ou en tout cas de NO, NOx, NOx, des capteurs d'oxyde de carbone, CO2, des capteurs de composés organiques volatiles, des capteurs, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est facilement disponible, d'alcool, de méthane ou d'éthanol, capteurs ainsi de suite. Et moi, ce que je suis en train d'explorer, c'est comment, avec du machine learning, on peut faire de la détection, faire de l'apprentissage et détecter des choses. Bon, moi, j'ai commencé à essayer de faire en sorte de détecter, j'arrive à détecter des alcools différents, faire la différence entre différentes variétés de rhum, de whisky, en faisant l'apprentissage qui va bien, on peut arriver à détecter cette information-là. Et évidemment, ça a beaucoup de sens de le faire directement sur le device. On ne veut pas envoyer des données samplées à 100 Hz, des données de capteurs qui certes c'est quelques octets, mais si on sample vraiment de manière très, très agressive, on ne veut pas nécessairement envoyer les données pour faire l'analyse sur le cloud, ça n'a pas de sens. Et je pense que ça peut être applicable à tout ce qui est Covid. J'ai vu passer des gens qui, pour finir sur cet aparté, moi ce que je trouve assez fascinant dans ce domaine-là, et je pense que vous partagerez mon avis, c'est qu'en fait, dès que l'on est capable d'avoir des données
relativement claires, c'est-à-dire des capteurs qui nous donnent des valeurs et des mesures fiables. Quelles que soient ces mesures-là, on peut essayer, et peut-être ça ne marche pas, mais on peut essayer de faire de l'apprentissage et automatiquement partir du principe que nos réseaux de neurones nos réseaux de neurones profonds vont arriver à extraire de l'information et des corrélations là où nous, on n'en voyait pas forcément, et notamment, pour faire la fin du parallèle sur le Covid, j'ai eu des news hier, je crois, justement, où avec des capteurs de gaz et des qualités de l'air, on arrive rien qu'avec le souffle des patients à dire Covid ou pas Covid. Même principe sur de la reconnaissance d'image que tu mentionnes dans le chat, Ahmed. Peut-être qu'avec des images de la glotte, ou, je sais pas, on peut faire des choses. Voilà, donc c'était l'aparté, donc ça me permet de laisser à Event Hub le temps de finir de se créer. En tout cas, n'hésitez pas si Ahmed ou autre, si vous avez des questions sur ce projet un peu qui peut paraître un peu farfelu de nez artificiel sur lequel je suis en train de travailler, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi d'échanger sur ce qu'on pourrait rajouter, sur toute question que vous pourriez avoir. Event Hub, j'ai créé mon Event Hub. Non, c'est pas le bon ça. C'est pas le bon, ça c'est un qui existait déjà. Le nouveau, il est où? Ah, je crois que j'ai fait comme la fois précédente. Je pense que non, mais tout simplement, je ne l'ai pas créé. On a changé de sujet et tout simplement, je ne l'ai pas créé. Alors, on est toujours dans le ressource groupe Cloud West. On va l'appeler Event Hub Cloud West. Et de nouveau, un endroit, si j'ai droit au trait d'union, on est dans North Europe. Donc ça, c'est vraiment le tampon, la file qui va nous servir. Alors, je pense qu'un basique pourrait me convenir, mais je vais aller pour le standard. Quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Le auto-inflate. Automatiquement, si je me mets à saturer la bande passante du Event Hub, est-ce que je veux faire du fan-out, est-ce que je veux scaler? Alors évidemment, ça va me coûter 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher, mais ça se fait de manière automatique et dans les deux sens. Après, il va aussi downscaler si nécessaire. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Nous, clairement, pour l'instant, on ne se pose pas trop ce genre de questions-là. Donc on va le laisser se créer. Une fois qu'on va avoir le Event Hub créé, on va créer le namespace dédié finalement le sous-ensemble de Event Hub. Tac, 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 je vais attendre qu'il soit créé. J'aurais dû faire ça pendant mon live juste tout à l'heure. Où en est-on? D'autres questions peut-être en attendant. Claves, il est créé. J'ai besoin de créer un namespace. Donc, voilà, le namespace, c'était. J'ai toujours du mal avec la terminologie. Le namespace, je l'ai déjà. Maintenant, je crée un hub en tant que tel. Donc, c'est mon event hub. Il n'a pas besoin d'être particulièrement overscalable ni quoi que ce soit. Voilà, il est créé. Je vais probablement avoir besoin oui, d'un consumer group dédié, dans le sens où ça, c'est quelque chose que, à terme, TSI va venir consommer. Je voudrais qu'il ait son groupe à lui pour consommer. Et ensuite, et je pense que c'est bon pour poster. Pour poster, c'est pas bien consumer group, donc je devrais être bon. Maintenant, je vais venir voir mon job Stream Analytics. Pardon, il est ici. Il faut que je câble l'entrée et la sortie de ce job-là. D'accord. C'est-à-dire, il faut le voir, on le voit d'ailleurs ici un petit peu. On va travailler comme si on avait des requêtes SQL finalement. Venir travailler sur notre ou nos entrées, nos flux d'entrées, qui sont vraiment des streams. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir regarder et manipuler
les données N-1, N-10, va donner il y a 10 minutes. On va pouvoir prendre 10 minutes d'avance, aspirer les données pendant 10 minutes et ressortir de l'autre côté une version sur laquelle on aura fait du processing de signal, on aura calculé des écartifs ou je ne sais quoi, et on va faire ça de manière un peu flottante. Donc, on a notre entrée, et la sortie, évidemment, ça sera, nous, dans notre cas, ça sera Event Hub, mais ça pourrait être autre chose. D'ailleurs, on va commencer par configurer la sortie. On pourrait très bien choisir de dumper nos résultats directement dans un dashboard Power BI, dans une database Cosmos, dans une table, parce qu'ensuite, on va peut-être récupérer ça dans Excel. Nous, Event Hub, ça va nous convenir très bien. Donc ça on va l'appeler l'output. Comme ça sera facile d'écrire nos requêtes. On dira sélectionne la colonne A, B, C de l'input et fais quelque chose et mets-le dans l'output. Alors, j'utilise ceci, la policy, si on peut la créer en temps réel, tant mieux. En fait, j'ai tout qui est d'équerre. Donc, je le crée. Et ça, c'est ma sortie. Et mon entrée, ça va être mon IoT Hub. Par contre, le IoT Hub, j'ai pas créé de consumer group dédié. Et comme je pense que je ne vais pas pouvoir le faire ici, ou alors je l'ai fait tout à l'heure, non, je ne me rappelle plus. Vous me dites. Est-ce que je l'ai fait? Non, voilà, il va falloir que je rajoute un groupe dédié pour pas me marcher sur les pieds avec Stream Analytics. Donc, l'IoT Hub Cloud OS, il a un point, tac, mais j'étais déjà ici. C'est bon. Je vais sûrement avoir besoin de refaire la manip pour que mes trucs soient rafraîchis. IoT Hub, je l'appelle input, comme ça, c'est le plus simple. C'est celui-ci, c'est ce consumer group. Et voilà. Donc, il va dans la foulée la tester et on va vérifier qu'il me dit qu'elle est bonne.